24e heure, 5h45 du matin. Jacob, prisonnier 174 518 sort en traînant les pieds du bloc 10A, tandis que les haut-parleurs grésillent et qu'une fanfare retentit. La fumée monte de la cheminée éloignée, les cendres de corps brûlés flottent, l'odeur de mort emplit les narines de Jacob. Alors qu'il se tient pour l'appel sur la place principale, les pieds de Jacob le font terriblement souffrir, mais il ne peut rien laisser paraître. Quelqu'un a volé ses sabots la semaine dernière, et la paire avec laquelle il les a remplacés, troquée contre la chemise qu'il portait, est trop petite. Si Ernst, le capot juif allemand violent, remarque la chemise disparue, Jacob aura des problèmes. Ernst aime faire souffrir, et Jacob ne survivra sans doute pas à une autre raclée. Il est faible, il est fini, et il le sait. Si ses pieds enflés l'envoient encore à l'infirmerie, cela signifie qu'il ne sera plus utile économiquement. Il est sur le point de faire comme beaucoup d'autres, en finir. Contre la clôture électrifiée, les hommes du bloc d'Ixa se mettent en rang avec ceux du bloc 9A, principalement des Ukrainiens, tous silencieux et brisés. Ils pataugent dans la boue au rythme de l'orchestre, bottes et sabots s'enfonçant, espérant ne pas en perdre et éviter les coups. Le raid allié d'hier nuit a frappé une cabane de stockage. La fumée persiste. 2 prisonniers soulèvent un cadavre par les poignets et les chevilles, le traînant vers une charrette en direction du crématorium. Le bombardement a rendu les surveillants SS du bloc nerveux, leurs visages toujours enfumés, toujours stressés, montrant les effets du schnapps d'hier soir. Depuis les bombardements, les gardiens scrutent les visages des prisonniers, à la recherche du moindre éclat d'espoir, d'un signe de libération. Mais Jacob est trop épuisé pour espérer. Il ne ressent rien de toute façon. Les bombardements des usines provoquent surtout la peur, car ils entraînent des dégâts et servent d'excuse à la SS pour massacrer plus d'hommes. 23e heure. Dans la briqueterie, Jacob sort des briques brûlantes du four et les dépose dans une charrette. Victor, un Ukrainien, charge les briques dans le camion avec une charrette. Il le fait rapidement, sans trop d'efforts, comme s'il était fait de quelque chose de plus solide que les autres. D'une manière ou d'une autre, Victor supporte ce qui brise les autres hommes. C'est une force de la nature. Il ne tombe jamais malade. Même l'époux semble l'éviter. Il est ici depuis bien plus d'1 an. Et d'une manière ou d'une autre, il a l'air de pouvoir en survivre un de plus. La plupart des nouveaux prisonniers semblent penser que s'ils suivent simplement les ordres, travaillent dur, baissent la tête, ils vont peut-être s'en sortir, mais ce n'est pas le cas. Les Allemands ne donnent pas assez à manger pour survivre longtemps. Obéir, c'est mourir en moins de 6 mois. Alors tu dois créer tes propres règles, tu magouilles, tu voles, ou tu meurs. Dans ce jeu de survie, les Allemands ont révélé les pires instincts humains. C'est la loi du plus fort. Les prisonniers s'affrontent, divisés pour mieux régner, comme Victor le fait. Tous le craignent. S'il prend tes sabots, c'est parce que tu n'as pas dormi avec. Il est impitoyable, rusé et dur. Son tatouage raconte son histoire, comme le prouve un numéro bas. Il est ici depuis plus longtemps que beaucoup. Près de 2 ans pour Victor, 8 mois pour Jacob. Peu restent aussi longtemps. 3h22. Ernst tape sa matraque contre sa jambe pendant que Victor sort les briques de l'usine avec sa brouette. Personne ne croise son regard. Mieux vaut éviter. Il est de mauvaise humeur. Tout le monde le remarque. Il porte le triangle vert d'un criminel. C'est un abuseur de femmes. En dessous, une petite bande jaune cousue indique qu'il est juif, donc criminel et sous-homme pour les nazis, mais très utile. Plus il fait preuve de sadisme, plus il pense gagner la confiance des SS. Les capots, criminels, prisonniers politiques, homosexuels au triangle rose, hommes, les nazis estiment qu'ils peuvent corriger tous, sauf un juif. Il devra donc travailler plus pour prouver sa loyauté. Il observe les autres, guettant la moindre erreur. 21e heure. Au camp, on ne rêve que de nourriture. Le corps dicte ce que l'esprit veut. L'amour, la mémoire, l'espoir. Tout se réduit à la faim. Astuces essentielles pour bien manger. Jacob survit car il sait quand faire la queue pour la soupe. Pas en premier, pas au milieu, mais presque à la fin. Quand la marmite est presque vide, la louche gratte le fond. Pelure de navet, bout de carotte, pommes de terre, morceaux qui prolongent la vie mais que les hommes impatients refusent d'attendre. Jacob sait manger du pain la tête en arrière, attrapant les miettes sur son menton. La survie, c'est des miettes et des fragments. En empilant les briques, il pense à la chemise qu'il lui faut. Il pourrait échanger son pain plus tard ou risquer une raclée, ce qui le tuerait sans doute. Quand les capots tournent le dos, il attire Victor, ouvre sa veste et montre sa poitrine nue. Victor, qui ne parle ni allemand ni polonais, comprend. Il désigne les latrines, où les affaires se concluent le soir. Jacob doit maintenant trouver un objet à troquer. Victor sursaute lorsqu'un coup de feu retentit et laisse tomber une brique. Un autre homme est abattu. Peut-être encore un peu d'entraînement au tir. Il continue de charger le camion, ses bras tremblent de faim. Mais il sait qu'il pourrait encore tuer un homme s'il le fallait. Ernst, qu'il déteste passionnément.
Il y a 2 mois, ils ont conduit un juif ukrainien du bloc de Victor au poteau de flagellation près de la clôture. Les prisonniers ont été forcés d'assister à chaque coup. Le chef de bloc, matraque à la main, fit avancer Ernst et lui donna la matraque ensanglantée. Ernst a tué le prisonnier. Victor observe Ernst du coin de l'œil. Il pense à l'attraper à la gorge et à serrer jusqu'à ce que le bâton tombe de sa main. Ce serait facile, mais il se ferait abattre pour ça. Ou pire, il serait envoyé à la carrière pour y mourir. Il soulève lentement une brique, puis une autre, attendant patiemment. À 19h, le sifflet retentit, et une 50aine d'ouvriers, dont Victor et Jacob, quittent la briqueterie. Ce n'est pas l'heure de manger. Alors est-ce que ce serait la sélection ? Jacob a déjà vu cette formation auparavant. Des hommes retirés d'une équipe de travail et emmenés ailleurs. Ils ne reviennent plus, cela arrive souvent depuis le début des bombardements. Le surveillant de la briqueterie, un volontaire polonais, s'avance et leur dit de se mettre en rangée de 3. Ils marchent vers la porte principale. Sous la tour de garde, la pluie a transformé le sol en une boue noire épuisante, des camions attendent. Les hommes déchargent des traverses en bois et les posent près du camp spécial. Les very important persons sont assis dehors sous l'abri et fument. Ce sont des otages politiques, des personnalités riches, célèbres d'Europe et quelques juifs influents. Des pions humains pour les négociations. Victor lance un regard à Jacob, comme pour dire qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. On dirait que les very important persons sont en train d'être déplacés. C'est sérieux. Heure 18. Les hommes entrent en file dans la cantine pour de la soupe et du pain. Elias, un jeune prisonnier polonais, s'approche de l'oreille de Jacob. Elias est une brute qui te déchirerait littéralement la chemise du dos, ou te battrait à mort si tu lui volais quelque chose. Il n'a aucune conscience dans le camp. Il est dans son élément. Là où tous les hommes désespèrent, Elias s'épanouit. Je sais où est ta femme. Il chuchote à Jacob. Jacob fixe devant lui sans répondre. Elias se rapproche. Elle est vivante dans le bloc des femmes. Secteur 4. Jacob cache ses mains tremblantes. Elle va passer la sélection, mais je peux aider. Elias informe Jacob qu'il connaît un médecin prêt à l'admettre à l'infirmerie contre paiement. Jacob reste silencieux, n'a rien à dire et ne croit pas Elias. Jadis, il était aisé. Elias croit sûrement avoir encore de l'argent caché. Or, presque tous les hommes du camp ont des femmes disparues, dont il pourrait mentir. « Réfléchis-y, dit Elias. Il se tourne pour partir, puis regarde par-dessus son épaule. « Blouma, c'est ça. » Jacob sent un poids lui écraser la poitrine. Blouma, le nom de sa femme. 17e heure. Jacob debout dans la boue, le cœur battant, accepte le départ de Blouma et ses enfants. Quand on meurt lentement de faim, quand chaque jour des masses d'hommes disparaissent, on perd foi en tout, se souvient-il. Le jour de leur départ, des camions sont venus avant l'aube et les ont conduits à la gare. Les familles, valises serrées, restaient proches. En quelques minutes, tout leur était arraché. Les riches avec leur argenterie, les pauvres avec leurs sacs. Un garde SS, mégaphone en main, assurait qu'ils les récupéreraient plus tard. Ils n'avaient rien à craindre, du moins, c'est ce qu'il affirmait. Les enfants iraient à l'école, les femmes resteraient à la maison. On leur promettait une vie merveilleuse. Les valises furent jetées, certaines s'ouvrirent. Jacob aperçoit sur le quai des vêtements éparpillés, une chaussure d'enfant, une perruque, des manuels scolaires et une attelle pour colonne vertébrale. Tous ces gens soudainement plongés dans un monde où ils n'avaient plus rien. Ces 2 enfants, une fille de 8 ans et un fils de 11 ans, sanglotaient. Blouma tenta de les consoler. Jacob entoura Blouma et les enfants, mais un garde le frappa au visage avec une matraque. Il tomba, du sang dans la bouche. Étrangement, le garde n'était pas en colère. Une violence naturelle, sans émotion, à laquelle Jacob allait bientôt s'habituer. Lorsqu'il leva les yeux, Blouma et les enfants avaient été engloutis par la foule des autres femmes et enfants en larmes. Il s'accrochait à son odeur, sentait ses cheveux et la chaleur de ses joues. La porte du train claqua, refermant l'image du visage de sa fille. La panique de Blouma, tandis que l'obscurité les enveloppait dans la foule. C'était une douleur si profonde, si forte. Jacob avait l'impression que le monde l'avait complètement écrasé. Il avait abandonné tout espoir de les revoir un jour. Et maintenant, Elias a envahi son esprit de chagrin et peut-être d'un peu d'espoir. 16e heure. Sur le chemin du retour vers la briqueterie, un homme court dans la boue vers la clôture électrifiée, en hurlant en russe. Un coup de feu dans le dos et c'est fini, 15e heure. Les SS comptaient sur des types comme Ernst pour faire régner la discipline. Mais comme il est juif, le fait qu'il travaille pour les oppresseurs anéantit tout espoir de résistance. Il sait que les autres juifs le détestent presque autant que les SS. C'est l'une des raisons pour lesquelles il prend un plaisir particulier à leur faire du mal, et il observe Jacob. Jacob est si frêle qu'il ne tiendra plus très longtemps. Mais Ernst veut accélérer les choses et regagner la faveur des SS. 14e heure.
Les hommes rentrent au bloc pendant que la musique des haut-parleurs s'arrête aux latrines. Les prisonniers soulèvent leurs chemises et constatent combien ils ont maigri. « Ce sera moi cette fois », affirme l'un, convaincu d'être choisi le matin. « Non, moi », réplique un autre. Son corps est ravagé par les poux. Jacob semble encore plus mal en point que les autres. Le camp compte environ 60 baraquements dont des blocs pour prisonniers, capots, douches et toilettes. Il y a assez de place pour éviter les capots. Jacob fait signe à Victor. Ils se retrouveront ici plus tard. Il l'ignore, mais quelqu'un les surveille. 13e heure. Vous mettez des hommes de tous âges, nationalités, langues, cultures, coutumes au même endroit, et vous les faites travailler jusqu'à la mort tout en les affamant et en les brutalisant. Comment survivront-ils ? Jacob, Victor et même Ernst. Chacun s'est adapté à sa manière. Jacob passe devant une paillasse. Un jeune homme, proche de la mort, a commis l'erreur de s'endormir sans surveiller ses affaires. Il y a une cuillère, et une cuillère peut faire la différence entre la vie et la mort. Jacob se penche, la ramasse et sort du bloc. Il est devenu quelqu'un qu'il déteste, mais avec la nouvelle sur Bluma, il fera tout pour survivre. 12e heure. Le marché d'échange se trouve à l'arrière des latrines, aussi loin que possible du bloc des CSS. Chaque soir, les hommes se rassemblent pour acheter, vendre et troquer. C'est ici que la survie se gagne ou se perd. Jacob a sa cuillère à la main, alors que Victor s'avance vers lui. Il n'a aucune raison de ne pas faire confiance à Victor, mais il redoute sa force et son silence comme une bombe non explosée. Jacob ignore l'histoire de Victor, et inversement, mais tous deux savent qu'ils sont des survivants. Victor venait d'un petit village du nord-ouest de l'Ukraine. Sa famille de paysans avait survécu à la famine, aux maladies et à l'oppression soviétique, puis les Allemands sont arrivés. Des libérateurs. Non, ils ont seulement pris le grain et vidé cuisines et granges. Ils ont traîné les femmes dehors et abusé d'elles, même la femme et la fille de Victor. Il a été assommé et s'est réveillé au tir. Ses voisins, des amis de toujours, à genoux dans la boue, exécutés un à un, tandis que les maisons brûlaient avec des gens à l'intérieur. Ils ont donné des coups de baïonnette. Ils fracassèrent la tête des enfants avec la crosse de leurs fusils, ne laissant en vie que les hommes jeunes et forts pour être utilisés comme esclaves dans les camps. Cela incluait Victor. Jacob sort sa nouvelle cuillère. Victor refuse, non, il veut de la makorka, du tabac pas cher. Il tente de parler allemand, mais Jacob ne comprend pas. Alors Victor pointe la bouche de Jacob, son plombage en or. Même affamé, Jacob n'avait jamais voulu échanger ses dents. Mais avec les nouvelles de Baluma, il a une raison. Il hoche la tête. Victor lui répond. Bloc 17, un contingent grec, des hommes qui restent soudés, experts dans l'art de la survie. Quelques-uns d'entre eux travaillent à arracher les dents des morts avec des pinces, des burins et des marteaux. L'un d'eux accepte de faire l'opération, mais il veut être payé. Du pain, la ration du soir de Jacob, 1 heure. Il reviendra avec ses outils cachés à la 11e heure. Le dentiste amateur grec enfonce la pince dans la bouche de Jacob, fouille jusqu'à ce qu'il attrape la dent en or. Il tire fort, la dent glisse hors des gencives rouges de Jacob, tandis que le sang bouillonne dans sa bouche. Jacob tend la dent à Victor, qui lui donne la chemise et hoche la tête, son visage restant impassible. Mais alors, ses yeux se tournent. Ernst sourit, frappant sa matraque dans sa paume. « Vous serez tous sélectionnés demain matin !» grogne-t-il en s'éloignant. Victor arrache le ciseau taché de sang au grec et fonce dans le dos d'Ernst. Le grec essaie de le retenir en criant. Jacob se fige, mais Ernst, encore en forme, esquive et frappe Victor au visage avec sa matraque. Il siffle, et en quelques secondes, les autres capots accourent. Les hommes sont encerclés. 10 heures. Le commandant de la SS. Tête de mort se tient au-dessus de Victor sur la place principale. Les hommes du bloc de Jacob et Victor sont forcés de regarder. Ernst affiche un air satisfait. Il sera bien payé pour ça. Le commandant déclare « Cet animal doit mourir. Le camp sera purifié. Victor est à genoux. Bientôt, il sera avec sa femme et sa fille. Il s'autorise même un sourire amer. Jacob sursaute lorsque le coup de feu retentit. Victor s'effondre face contre terre dans la boue. Jacob sait que demain, ce sera son tour. 9e heure. Jacob est allongé sur la couchette à 3 niveaux. 2 hommes entassés dans le même lit. « Si l'un de nous survit, demande-t-il. S'il vous plaît, souvenez-vous. Son nom complet était Jacob Leschinski, leur dit-il. Il était maître de conférences en littérature à l'université de Varsovie. Bluma, sa femme, était une chimiste célèbre. Ils avaient une fille et un garçon. S'il vous plaît, dites-leur que je les aimais, dit-il, espérant qu'ils ne soient pas morts. Les 2 autres hommes sont épuisés. L'un dort déjà, l'autre promet de retrouver Bluma s'il survit. 8e heure, au bloc du capot. Ernst dort profondément, seul.
ses chances de survie viennent d'augmenter. Tout le monde sait que tôt ou tard, les alliés viendront. Mais il dira qu'il n'était qu'une victime et qu'il n'avait pas le choix. L'alternative, c'était la mort. Il devra seulement éviter la vengeance des prisonniers. 7e heure. Jacob observe l'obscurité, écoutant ronflements et plaintes à l'aube. Quelques-uns de ces hommes ne se réveilleront pas, et puis, comme eux demain, Jacob sera des cendres emportées par le vent. 6e heure. Des avions grondent au-dessus, leurs bombes sifflent avant que les explosions lointaines ne résonnent à travers le camp. Un fracas assourdissant secoue la baraque. Des cloches sonnent, des cris retentissent dehors, les prisonniers se rangent, moteurs, camions, motos grondent, des coups de feu éclatent. Quelque part derrière les barbelés. Les soviétiques arrivent-ils ? Il fait encore nuit. Dehors, Jacob distingue à peine les SS paniqués, courant partout, bras chargés de documents et valises. Une usine brûle, les Allemands semblent partir. Et les prisonniers ? Un autre avion gronde au-dessus de leur tête, une autre explosion, cette fois plus proche. Personne ne contrôle la situation, mais les prisonniers sont trop faibles pour agir. Ils restent simplement là, attendant un ordre, comme des hommes piégés dans leur propre spirale de mort. Heure 5. Le plan prévoyait une marche de 20 km, mais l'attaque a eu lieu plus tôt que prévu. Ernst n'a reçu que peu d'informations, mais il sait que dans les prochains jours, environ 40 prisonniers seront choisis pour les chambres à gaz. Il n'y a pas de temps pour ça. Maintenant, la SS est en panique. Ernst se faufile jusqu'au baraquement où sont entreposées les vestes des morts. Il échange sa veste à triangle vert contre une à triangle rouge. Un prisonnier politique vaut mieux qu'un criminel. Il entre dans un entrepôt et choisit une paire de lunettes dans un grand tas. Il est entouré de piles de chaussures, chapeaux, vêtements d'enfants, biberons, nombreux dentiers et membres artificiels. Heure 4. Jacob enlève ses sabots et marche pieds nus dans la boue, le sang se mêlant à la terre. La neige tombe, le froid glace ses pieds enflés. Il se rend à l'infirmerie, certain d'y trouver des vêtements. Médecins et infirmières partis. Des hommes, trop faibles pour bouger, restent allongés. Scarlatine, dysenterie, typhoïde. Il enfile des sabots à sa taille et rejoint la foule dans la cour. Une vague le submerge, un vertige soudain. Imaginez survivre tout ce temps, pour mourir maintenant, alors que les hommes sont enfin en train d'être secourus. 3e heure. Elle travaille dans une usine chimique, dit Elias à Jacob en courant, sûr de sa source. Il allait demander un paiement, mais à quoi bon ? Maintenant, dans sa main, il tient un sac de cheveux, les cheveux des morts, que les Allemands vendraient pour faire des perruques ou garnir des matelas. Pour Elias, ce n'est qu'une affaire. Les hommes pillent les baraquements SS, prennent nourriture, vêtements, allument des camels. Jacob lutte pour franchir les portes et poursuit jusqu'à un champ ouvert. L'odeur de la mort emplit ses narines tandis qu'il s'approche d'un tas de corps squelettiques entremêlés comme des puzzles brisés. Bouche béante, yeux exorbités, les fosses communes débordent des crématoriums. Il murmure une prière de remerciement à Dieu et suit un groupe de prisonniers vers un camp accueillant des prisonniers de guerre anglais. C'est vide. Ils le mettent à sac, trouvant des cigarettes, de la margarine, du pain et du sucre. Un rugissement, une lumière aveuglante et une chaleur brûlante. Jacob est projeté au sol, les oreilles bourdonnantes. Des hommes crient. Il n'est pas blessé, mais tout autour de lui, il y a du sang. Il recule, les yeux sur un homme allongé dans la boue, ignorant s'il est mort ou mourant. Désorienté, il retourne en boitant à son campement. Les plus vaillants, assis autour d'un feu, brûlent des meubles et rôtissent des pommes de terre. Jacob ne pense qu'à Bluma. Mais il est maintenant si faible qu'il peut à peine marcher. Au moins à l'infirmerie, Jacob aura un lit propre. Il avance, passe devant des hommes à genoux qui vomissent, puis voit Ernst entouré d'une 50aine d'hommes. Des Polonais, Russes, Ukrainiens, Grecs, Roms, Hongrois, Tchèques. Un brouhaha de cris et hurlements. Il lui griffe le visage, griffe ses globes oculaires, lui arrache les membres comme pour le déchirer. L'un des hommes lui verse de l'essence dessus et un autre frappe. Une allumette. Je n'avais pas le choix, fou. Son corps s'enflamme, il court en cercles frénétiques avant de s'effondrer, fumant dans la neige immaculée. La foule hurle, tue tous les capos et se précipite pour trouver les autres. Jacob est près de l'infirmerie. Il avance d'un pas, la jambe tremblante, lève la main, cherchant quelque chose d'invisible. Un pas de plus. Puis il s'effondre au sol, prêt à mourir. Sa vision se trouble et il aperçoit des silhouettes d'hommes qui marchent vers le camp. Heure un Jacob est relevé par les autres prisonniers. Des soldats russes avancent prudemment, alarmés par ce qu'ils découvrent. Un instant, Jacob oublie à quoi lui et les autres doivent ressembler. Des morts vivants, au visage hanté. Les Russes paraissent presque gênés de voir ce qu'ils sont devenus. Puis l'un d'eux s'avance, son arme à la main,
un chapeau de fourrure tiré bas sur le front. « Nous reviendrons », dit-il en russe. Il promet de l'eau propre, une vache du village et quelques filles polonaises pour s'occuper des malades et des blessés. Des avions grondent au-dessus d'eux. « C'est fini », murmure un autre russe. Jacob lève la tête, essayant de se concentrer sur le soldat, mais ses forces l'abandonnent et il s'effondre au pied de l'homme. Alors qu'il s'agenouille dans la boue froide et gelée, les soldats russes l'entourant, un mot s'échappe de sa bouche, Blouma. Mais l'histoire continue. Revenez demain pour découvrir ce qui s'est passé après la fermeture d'un camp nazi.